réalisation de Michel Sidorov. 5e épisode. Le dimanche suivant la visite de Lebiadkin à Stepan Trofimovitch, plusieurs événements imprévus sont venus perturber l'annonce officielle des fiançailles de celui-ci avec Daria Pavlovna dite Dasha. D'abord, à la sortie de l'office, Varvara Petrovna a fait la connaissance de la sœur de Lebiadkin, dont tout le monde en ville disait qu'il la maltraitait. Ayant découvert avec effroi que la jeune femme boitait, elle s'est empressée de la faire monter dans son carrosse pour se rendre dans sa propriété. Mais une fois rentrée chez elle, Varvara Petrovna est allée de surprise en surprise. Ce Lebiadkin est en effet apparu comme l'auteur des lettres anonymes calomnieuses qu'elle avait reçues, tout comme son entourage. Il aurait même fait chanter son fils, Nikolai Vsevolodovitch Stavrogin, au nom d'un terrible secret. Nouveau coup de théâtre, alors que tout le monde est réuni dans le salon de Varvara Petrovna, on lui annonce justement l'arrivée imprévue de son fils. Le retour de Nikolai Vsevolodovitch, qu'on n'attendait chez nous que dans un mois, était incroyable en regard de la scène qui se déroulait dans le grand salon de Varvara Petrovna. Même le Lebiadkin s'était arrêté net, figé au milieu de la pièce, la bouche grande ouverte, à regarder la porte avec une expression de bêtise prodigieuse. Et là, stupeur. Ce n'était pas Stavrogin que nous avions devant nous, mais un jeune homme qu'absolument personne ne connaissait. Un jeune homme de 27 ans, ou à peu près, d'une taille un peu plus haute que la moyenne, aux cheveux blonds assez rares et assez longs, à la moustache et à la barbiche bouclée, mais à peine esquissée, un type habillé proprement, pour tout dire, voire à la mode, mais sans rien du dandy. Piotr Stepanovitch Verkovensky, le fils de Stepan Trofimovitch. Comment ça? Je ne comprends pas, où est-il? Mais qui? De qui parlez-vous donc? Mais de Nikolai Vsevolodovitch, voyons. Votre fils. Je croyais le trouver ici. Nous sommes séparés chez Kirillov. Il est parti il y a une demi-heure en droite ligne et il m'a dit d'être ici dans un quart d'heure. Nikolai n'est pas ici, comme vous voyez. Enfin quoi? On ne vous a donc rien dit? On pourrait peut-être l'envoyer chercher du reste, car il est ici. Ah, Lisavieta Nikolaïevna, comme je suis heureux de vous serrer la main. Et Praskovia Ivanovna. Mais comme j'ai regretté, Varvara Petrovna, de ne pas avoir eu le temps de vous rencontrer à l'étranger et de vous témoigner personnellement de mon respect. J'avais informé mon vieux, mais lui, comme à son habitude... Petroucha, Pierre, mon enfant, et moi qui ne te reconnaissais pas. Ah, j'ai toujours été coupable devant toi. Bon, ça va. On en reparlera plus tard. Je savais que tu te tiendrais mal. Un petit peu moins d'ivresse, je te le demande. Mais je ne t'ai pas vu depuis 10 ans. D'autant moins de raisons pour les épanchements. Tu vois bien que tu déranges tout le monde. Ah, mais voilà, Nikolai Vsevolodovitch. Nikolai, arrêtez-vous, 1 minute. Je vous le demande. Est-il vrai que cette femme malheureuse, boiteuse, est votre épouse légitime? Mère, bonjour. Vous m'excusez un instant, je vous prie. Maria Lebiadkina, vous ne pouvez pas être ici. Et je peux là maintenant me mettre à genoux devant vous? Non, cela vous ne le pouvez. Pensez que vous êtes une jeune fille. Et moi, j'ai beau être votre ami sincère, je reste un étranger pour vous. Ni votre époux, ni votre père, ni votre fiancé. Donnez-moi votre main et partons. Si vous le permettez, je vous reconduirai moi-même jusque chez vous. Allons. Tenez-vous à moi. Vous devez me croire, Varvara Petrovna. Et vous, Praskovia Ivanovna. Et vous, Lisavieta Nikolaïevna. Et même... Dis donc toi, vieux père, tu ne penses pas aussi que... Tu as vu? Dis, tu as vu ce qui vient de se passer là? Oh, je n'en peux plus, je voudrais partir. Vous le voyez vous-même, Varvara Petrovna. L'affaire est claire comme une bougie. Nikolai Vsevolodovitch n'accorde pas la moindre importance à cette affaire. Croyez, Varvara Petrovna, que Nikolai Vsevolodovitch n'a été coupable de rien quand il n'a pas répondu par une explication radicale, séance tenante, à la question que vous venez de lui poser. En fait, toute cette histoire fait honneur à Nikolai Vsevolodovitch, si vous voulez mon avis. Vous voulez dire que vous avez été témoin d'un événement qui est à l'origine de ce malentendu? Oui, témoin et acteur.
Si vous me donnez votre parole que cela n'offensera pas la délicatesse de Nikolaï Vsevolodovitch. Mais en aucune façon. La chose est brève. En fait, si vous voulez, ce n'est même pas une histoire, à peine la matière d'un mauvais roman. Voici 5 ans à Pétersbourg, Nikolaï Vsevolodovitch a fait la connaissance de ce monsieur Lebiatkin, qu'il considérait comme son Falstaff. C'est, je suppose, un type du passé, burlesque, dont tout le monde se moque et qui permet lui-même qu'on se moque de lui pourvu seulement qu'on le paye. Nikolaï Vsevolodovitch menait alors à Pétersbourg une vie, pour ainsi dire, sarcastique. Ce Lebiatkin et sa sœur vivaient en nomade. Lui, toujours dans son ancien uniforme, il arrêtait les passants qui avaient l'air tant soit peu honorables, et ce qu'on lui donnait, il le buvait. Sa sœur, elle, pour se nourrir, c'était comme l'oiseau du bon Dieu. Elle faisait le ménage pour quelques sous. C'était un Sodome terrible. Je vous passe le tableau de cette vie dans les recoins, d'une vie à laquelle Nikolaï Vsevolodovitch aussi s'adonnait alors par toquade. Mademoiselle Lebiatkina n'a eu que trop l'occasion de le croiser, et elle a été éblouie par son apparence. C'était pour ainsi dire un diamant sur le fond sordide de sa vie. Je suis mauvais pour décrire les sentiments, et c'est pourquoi je me permettrai de passer. Mais toutes sortes d'hommes se moquaient d'elle. Or, une fois, Nikolaï a pris un des moqueurs par le paletot et l'a propulsé par la fenêtre du premier étage. Ce n'était pas une indignation chevaleresque. Toute l'opération s'est déroulée dans le rire général. Mais l'innocence blessée, elle, n'a pas oublié l'intervention de Nikolaï. Et comme par un fait exprès, Nikolaï Vsevolodovitch s'est mis à s'adresser à mademoiselle Lebiatkina avec un respect que personne n'attendait. Kirillov, qui était là, il a fait remarquer, je me souviens, à Nikolaï Vsevolodovitch, qu'en la traitant comme une marquise, il l'achevait complètement. Eh bien, que pensez-vous qu'il lui a répondu? Vous supposez, monsieur Kirillov, que je me moque d'elle? Mais je la respecte. Elle est meilleure que nous tous. Et moi qui étais là, je me souviens parfaitement qu'elle était arrivée à un tel point, même à la fin, qu'elle le prenait pour quelque chose du genre, disons, de son fiancé qui n'osait pas l'enlever. Quand Nikolaï Vsevolodovitch a décidé de revenir ici, il a pris des dispositions pour son entretien en lui versant une pension annuelle assez considérable, dans les 300 roubles. En un mot, mettons que tout ça, c'était de sa part une lubie. Mais en quoi était-il donc coupable des fantaisies délirantes de cette femme à laquelle, notez-le bien, pendant tout ce temps-là, il n'avait même pas dit 2 phrases? Et pourtant, voyez-vous, on en a fait toute une histoire. Oh oui, beaucoup trop. Et vous, après cela, vous ne comprenez pas qu'il ne se moque pas d'elle, comme tous les autres. Oh, pauvre humanité. Vous ne comprenez pas qu'il la défend contre ceux qui l'offensent, qu'il l'entoure d'attention, comme une marquise. Exactement. Si vous voulez, c'est précisément à cause du contraste que le malheur est survenu. En d'autres circonstances, peut-être cette malheureuse n'en serait pas arrivée jusqu'à cette frénésie du rêve. Pouvez-vous nier cette haute compassion, ce noble tremblement de tout l'organisme avec lequel Nikolaï répond soudain à votre Kirillov « Je ne me moque pas d'elle ». Une réponse haute, sacrée. Sublime. Et remarquez qu'il est loin d'être aussi riche que vous pourriez le croire. C'est moi qui suis riche, pas lui. Et lui, à l'époque, il n'acceptait presque rien de moi. Je comprends, Varvara Petrovna, je comprends tout ça. Oh, je me reconnais en Nikolaï. Je reconnais cette jeunesse, cette possibilité d'élan terrible, orageux, l'aveuglement de la noblesse. Oh, comme j'ai souffert toute ma vie, Piotr Stepanovitch. Et encore récemment, oui, récemment. Oh, comme je suis coupable devant Nikolaï, quand j'ai reçu cette méprisable première lettre anonyme. À jamais je ne me pardonnerai ma lâcheté. J'ai entendu parler de ces lettres anonymes. Je vous les retrouverai. Soyez tranquille. Vous n'imaginez pas les intrigues qui ont commencé ici. Ils ont même tourmenté notre pauvre Praskovia Ivanovna. Je ne suis peut-être que trop coupable devant toi aujourd'hui, ma chère Praskovia Ivanovna. Voyons, ma bonne, non. Ce que je crois,
C'est qu'il faut en finir avec tout ça. Et cette malheureuse créature, cette démente qui aura tout perdu et n'aura conservé que son cœur. J'ai l'intention, à présent, de l'adopter moi-même. C'est un devoir sacré. Et d'ailleurs, ce sera très bien, n'est-ce pas, d'un certain point de vue, car quand la malheureuse s'est retrouvée placée dans un couvent lointain, mais sous une surveillance amicale, eh bien, que pensez-vous qu'a décidé M. Lebiatkin? Il a d'abord employé tous ses efforts pour retrouver où on lui cachait sa lettre de crédit, je veux dire sa sœur, et il n'a atteint son but que récemment. Il l'enlève alors de son couvent et il l'amène tout droit ici. Ici, il la laisse sans manger, là-bas, la tyrannise, et quand il reçoit à nouveau une somme importante de Nikolai Vsevolodovitch, il se lance dans l'ivrognerie, et pour toute reconnaissance, il en arrive à un défi bien téméraire à Nikolai Vsevolodovitch, à des exigences absurdes. Il menace d'un procès au cas où l'on refuserait de lui payer en main propre le reliquat de la pension. Vous vous imaginez? Monsieur Lebiatkin, est-ce que tout ce que je viens de dire est vrai? Vous savez bien vous-même, Piotr Stepanovitch. Non, je ne sais rien du tout. Pourquoi donc ne pouvez-vous rien déclarer? Permettez-moi de sortir, Piotr Stepanovitch. Pas avant que vous ne donniez une réponse à ma première question. Est-ce que tout ce que j'ai dit est vrai? Oui, monsieur. Tout est vrai. Tout, monsieur. Avez-vous menacé récemment Nikolai Vsevolodovitch? Là, c'était surtout le vin, Piotr Stepanovitch. Piotr Stepanovitch, si l'honneur de famille et une honte imméritée du cœur hurlent parmi les hommes, alors là aussi, donc, l'être humain est coupable? En ce moment, vous avez bu, monsieur Lebiatkin? Non. Vous avez été très vexé, me semble-t-il, par les expressions que j'ai employées sur vous et sur votre conduite. Et attendez, je n'ai encore rien dit. Piotr Stepanovitch, c'est seulement maintenant que je commence à me réveiller. Et c'est moi qui vous ai réveillé? Oui, c'est vous qui m'avez réveillé, Piotr Stepanovitch. Et moi j'ai dormi 4 ans sous un nuage de tempête. Je peux enfin me retirer, Piotr Stepanovitch? Maintenant vous pouvez, si seulement Varvara Petrovna elle-même ne trouve pas indispensable. Allez, allez. Qu'est-ce qui lui prend? Mon Nikolai, me pardonneras-tu? C'est bien ça. Je vois que vous êtes déjà au courant. Quand je suis sorti d'ici, je me suis dit dans le carrosse qu'il fallait au moins que je raconte l'anecdote, car enfin, qui part comme ça? Mais quand je me suis souvenu que Piotr Stepanovitch était resté, tous mes soucis ont disparu. Piotr Stepanovitch nous a raconté une vieille histoire pétersbourgeoise de la vie d'un méchant phénomène, d'un homme capricieux et fou, mais toujours plein d'une noblesse chevaleresque. Chevaleresque, vous en êtes déjà là. Du reste, je suis très reconnaissant à Piotr Stepanovitch, cette fois, pour sa hâte. Il faut que vous sachiez, maman, que Piotr Stepanovitch est un réconciliateur général. C'est son rôle, sa maladie, son dada. Je devine ce qu'il vous a débité. Et vous voyez clairement, maman, que ce n'est pas vous qui devez me demander pardon. Et que s'il y a folie quelque part, c'est bien sûr d'abord chez moi. Il faut bien soutenir la réputation que j'ai ici. Mais je ne t'attendais pas du tout avant un mois, Nikolai. Je vous expliquerai tout, bien sûr, maman. Mais pour l'instant... Bonjour, ma chère Lisa. Vous êtes là depuis longtemps? J'ai rencontré Piotr Stepanovitch à Matveyevo, 3 gares d'ici. Et nous sommes arrivés tout à l'heure dans le même wagon. Moi, j'attendais à Matveyevo depuis l'aube. Nos wagons de queue ont déraillé pendant la nuit. On a failli se casser les jambes. Se casser les jambes. Ça pourrait si bien m'arriver, ça. Tout le monde le dit, que je galope à toute bride tous les jours. Et qui me conduira, moi, si je deviens boiteuse? Une crise de nerfs. Il faudrait la calmer. Vous m'avez appelé, madame? Alexei Yegoritch, apportez un verre d'eau, vite. Oh, maman. Oh. Oh, ma pauvre petite fille. Mes amis, mes chers amis, tenez, allongez-vous un peu sur cette méridienne. Pardon, je n'ai pas encore salué tout le monde. Comment allez-vous, Stepan Trofimovitch? Cher Nikolai, comme je suis heureux. Savez-vous que la semaine dernière... Bonjour, Daria Pavlovna. Chère Dasha, on peut, je crois, vous présenter ses vœux? Oui,
Ou pas encore. Pardonnez-moi si c'est une indiscrétion, mais vous savez bien que j'ai été informé spécialement. Oui, je sais. Les vœux pourquoi, Bigre? Mais c'est vrai, quels vœux est-ce qu'on peut bien transmettre à nos belles et chastes jeunes filles et qui le font le plus rougir? Eh bien, acceptez aussi les miens, si j'ai deviné, et réglez votre pari. Vous vous souvenez, en Suisse, vous m'aviez juré que vous ne vous marieriez jamais. Ah oui, tiens, à propos de la Suisse. Moi alors, figurez-vous, c'est à moitié pour ça que j'arrive, et j'ai presque oublié. Dis-moi, vieux père, toi, en Suisse, quand est-ce que tu y vas? Moi? En Suisse? Comment? Tu n'y vas pas? Mais toi aussi, tu te maries. Tu m'as bien écrit ça. Pierre. Eh bien quoi, Pierre? Tu vois, si ça peut te faire plaisir, j'ai volé jusqu'ici pour te déclarer que je suis loin d'être contre. Et s'il faut vraiment te sauver, comme tu me supplies de le faire dans cette même lettre, eh bien, là encore, je suis à ton service. Dis-moi seulement une chose, Stepan Trofimovitch. Je t'apporte mes vœux ou je te sauve? Il y a dans ta lettre je ne sais quoi sur des espèces de péchés en Suisse. Je me marie, n'est-ce pas, sur des péchés, ou bien sur les péchés d'autrui, ou bien, comment est-ce qu'il dit ça? Bref, quoi, des péchés. La jeune fille, il me dit, est une perle et un diamant. Bon, et ça va de soi, lui, il est indigne, son style à lui. Mais pour je ne sais trop quel péché, moi, je dois tout laisser tomber et voler à son secours. Vous comprenez quelque chose après ça? Quoique je vois à la tête que tout le monde fait que, comme à mon habitude, j'ai dû faire une bévue. Enfin, j'ai l'impression, à cause de ma sincérité stupide. Stepan Trofimovitch vous a écrit ça, comme ça, qu'il se marierait sur les péchés d'autrui, qui se sont faits en Suisse, et il vous demandait de voler le sauver. Il a utilisé ces expressions. C'est-à-dire, voyez-vous, s'il y a quelque chose là-dedans que je n'ai pas compris, eh bien, c'est de sa faute, parce qu'il écrit comme ça. Voilà la lettre. Vous savez, Varvara Petrovna, ces lettres, elles sont interminables et incessantes. Je vous l'avoue, des fois, je ne les lisais pas jusqu'au bout. Tu m'excuseras, Stepan Trofimovitch, pour cet aveu stupide, mais accorde-le-moi toi-même, je t'en prie, que même si c'est à moi que tu t'adressais, tu écrivais plutôt pour la postérité. Alors au fond, ça t'est égal. Alors bon, tu te maries, oui ou non, Stepan Trofimovitch? La première fois en 20 ans que j'ouvre les yeux. Et vous, Nikolai Vsevolodovitch, vous venez de dire que vous avez été informé tout exprès. Stepan Trofimovitch ne vous aurait-il pas écrit quelque chose dans ce genre-là aussi? J'ai reçu de lui une lettre des plus innocentes et des plus nobles. Vous êtes embarrassé. Vous cherchez vos mots. Assez! Stepan Trofimovitch, j'attends de vous un service des plus grands. Faites-moi cette faveur. Laissez-nous tout de suite et dorénavant ne passez pas le seuil de ma porte. Je vous en prie, Stepan Trofimovitch, au nom du ciel, ne dites rien. Soyez sûr que je vous respecte toujours autant. Je vous estime autant et n'ayez pas une mauvaise opinion de moi, Stepan Trofimovitch. C'est une chose à laquelle je tiendrai beaucoup, beaucoup. Mais moi aussi, maintenant, je comprends tout, mais dans quelle position je me retrouve après tout ça? Daria Pavlovna, je vous en prie, pardonnez-moi. Père, qu'est-ce que tu fais de moi après ça, hein? Pierre, tu pourrais t'exprimer autrement avec moi. N'est-ce pas vrai, mon ami? Ne crie pas, s'il te plaît. Crois-moi, tout ça, c'est les vieux nerfs, des nerfs malades. Et crier, ça ne servira à rien du tout. Maman, je veux partir d'ici. Ma chérie, ma Non, chérie. enfin, parce que tout de même... Oh. Chatov, où allez-vous? Vous partez? Chatov venait de gifler Nikolai Vsevolodovitch Stavrogin. J'ai bien étudié Nikolai Vsevolodovitch. La rage, il en avait peut-être beaucoup, mais elle était froide, calme, raisonnable. C'était donc la rage la plus répugnante et la plus terrible qui soit. C'est le genre d'homme qui, recevant une gifle en pleine figure, aurait tué son adversaire sur le champ. Or, dans le cas présent, il croisa simplement ses mains dans le dos. Il se taisait. Il regardait Chatov et il pâlissait comme un linge. Le premier à baisser les yeux fut Chatov, et, visiblement, il fut forcé de les baisser.
Puis, lentement, il se tourna et il sortit de la pièce. J'ai vu Lisavieta Nikolaïevna qui saisissait sa mère par l'épaule, pressée de sortir, mais soudain, elle poussa un cri et de tout son long, elle s'effondra, évanouie. Aujourd'hui encore, j'ai l'impression d'entendre le bruit de sa nuque sur le tapis. C'était Les démons de Fédor Dostoïevski. Traduction André Markovitch. Adaptation Olivier Roé et Arnaud Bertina. Avec Simon Duprez, le narrateur, Damien Zanoli, Piotr Stepanovitch Verkhovensky, Igor de Savitch, Stepan Trofimovitch Verkhovensky, Aurélie Nuzillard, Elisavieta Nikolaïevna, Christine Gagneux, Varvara Petrovna Stavrogina, Élise Arpentinier, Praskovia Ivanovna, Pauline Chevillet, Daria Pavlovna, Amandine Dewam, Maria Timofeyevna Lebiatkina, Niki Marbeau, Lebiatkin. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière, Catel Guillou. Prise de son, montage et mixage, Éric Boisset, Nicolas Slimani. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Michel Sidorov. Les démons, roman de Fédor Dostoïevski, traduit du russe par André Markovitch, est publié aux éditions Babel.